aime. La collection d'Harold Pinter, mise en scène Ludovic Lagarde, du 16 au 25 janvier au Théâtre National de Bretagne-Rennes. Dans cette pièce fascinante, Pinter nous conduit sur de multiples pistes, créant une collection d'interprétations. Esquisses, puzzles, l'intrigue emprunte au roman noir avec 4 personnages interprétés par Mathieu Amalric, Valérie Dashwood, Michel Lescaut et Laurent Poitrenaud qui semblent à la recherche de leur propre histoire. La collection d'Harold Pinter au Théâtre National de Bretagne-Rennes, un spectacle France Inter. Il y a des moments où on se dit comme c'est étrange, bizarre et quelle coïncidence, mais j'ai reçu sur mon imprimante le conducteur de votre émission. C'est pas vrai. C'est là qu'il est. Si, j'espère que vous avez tout, sinon vous êtes bien dans la mouise. Ah ben on a des flash infos nous. Vous avez vu à quoi ça ressemble un peu le travail qualitatif? Bah ouais, je vois ça. On va expliquer à l'auditeur, le conducteur, c'est le squelette de l'émission, avec tout ce qui est prévu dedans, le moment des chroniques, de quoi on va parler, avec le timing, l'heure précise. Et c'est arrivé chez vous donc. Voilà, et à 17h04 et 20 secondes, c'est-à-dire depuis 4 minutes, vous êtes censé lancer le générique. C'est juste. Et moi je dirais que dans cette maison il y a des fuites. Il y a du leaks. Allez, ben alors allons-y puisqu'on est déjà en retard. Et merci Laetitia Gaillet. C'est parti. Salut les amis. Salut Charline. Aujourd'hui on reçoit Pascal Ferrand, la réalisatrice. Ah oui, c'est la fondatrice de la Cinétech. Ouais. C'est formidable, c'est une plateforme qui rassemble des films classiques du cinéma mondial. C'est génial, génial. Par exemple, le thème de ce mois-ci, c'est l'intimité. Ah bah voilà, d'accord, c'est pour ça que ça t'intéresse, bien sûr. Bon, il n'y a pas de mauvaise méthode pour attirer le public. Bah oui, voilà, bon. J'ai bossé. Hein. Il y a des très beaux films comme L'Empire d'Essence de Shima, Fantasme de Yang Sun-woo. Ah bah évidemment, que des films remplis d'asiatiques de 25 ans, espèce de Yann Moix. Et vous les garçons, ce serait quoi votre cinéthèque idéale? Moi c'est facile, moi ce serait surtout des documentaires impartiaux comme Merci Patron de François Ruffin par exemple. Évidemment. Et Charline, toi c'est moi plutôt des films engagés, sociaux, des films coup de poing quoi. La loi du marché, Stéphane Brisé. Ah ouais. Et toi Alex? Non, un petit film de 72 que j'ai bien c'est quoi aimé, un petit film assez confidentiel. César et Rosalie de Claude Sauté. Alors c'est bien, c'est un bon film. Non, mais ça parle aussi d'amour. Hein, si, je sais, le dernier tango à Paris. Et on se rapproche. Mais c'est quoi là? Ah non Alex, non, il n'y a pas de porno sur la Cinétech. Ah non, c'est pas du porno, je dirais plutôt film expérimental. Ah non, mais je sais, tu penses à Gorge Profonde, bah voilà. Mais Alex, fais un effort quoi. Si tu veux parler d'amour, donne-nous au moins un titre d'un grand film de ce genre. Quoi. Je sais. Lady Chatterley, de l'amour, du cul, et c'est un film d'auteur. Et c'est surtout un film de notre invité, Pascal Ferrand. J'ai vraiment pas fait exprès. Fayou. Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up de la radio publique, cet endroit où beaucoup trop de blagues ne font pas assez d'efforts pour relancer la croissance de l'actualité. Voilà bien 6 semaines que la France ne débattait plus de l'immigration, toute de jaune fluo, revêtue, recouverte. Et voilà que le thème ressurgit par la fenêtre du grand débat, alors qu'au départ, est-ce qu'il n'était pas simplement question de pouvoir d'achat ? Une société parfaite, amis libéraux, c'est une société où les travailleurs immigrés sont là pour travailler et non pas pour se coinfrer de couscous ou de morue. La fronde sociale gagne le milieu du tennis. Les joueurs classés sous la 50e place ATP réclament une plus juste répartition des revenus générés sur leur dos par les tournois du Grand Chelem. C'est un petit peu la classe moyenne du tennis dans ces eaux-là. C'est aussi un peu les polos en cachemire jaune, avec le col relevé. Bon, à quoi ça rime alors ? Ça veut dire envoyer l'oseille et ficelle. Les riches, ça attend pas, ça fait des colères. Netflix a du pétrole et des idées. La plateforme crée Netflix Party pour regarder le même épisode de la même série au même moment que vos amis, mais chacun chez soi. Est-ce que ça vous rappelle pas un truc qui existe déjà ? T'as acheté une télé ? Oui, imaginez ça. Est-ce que tu croyais que je passais mes soirées dehors ? Lui, t'as pas le temps de regarder des séries. Alors il pense que Netflix, c'est le compteur d'histoire dans Astérix. Bonjour Alex Vizorek. C'est mignon. Alors j'aime beaucoup. Allez, vous avez mérité une toute belle équipe composée aujourd'hui des stripteaseurs de la bande. Ils sont tous là. À 17h20, celle qui est souvent beaucoup plus provocante quand elle reste habillée, c'est Constance. Bonjour. Bonjour. De quoi on va parler ? Je vais vous parler
très bien. Ah, c'est hyper bien. Bah, ça donne envie. Hein. À 17h30, celui qui déshabille les Français, mais bon, déshabiller des sans-culottes, est-ce un exploit, Oh là là. Guillaume Meurice? Tout le monde est en forme aujourd'hui. Oui. Bonjour à tous. Moi, je suis désolé, j'ai manqué à mes obligations. J'ai oublié de vous faire une chronique prévision avec ma voyante préférée, Magda. Et je vais vous dire la preuve que c'est une vraie voyante. Écoutez le début de la discussion. Oui, allô? Oui, Magda. Oh, Guillaume. Bam, elle m'a reconnu direct. Ça, c'est la voyante. Ça, c'est très très fort. Et à 17h40, celui qui se met nu chaque fois qu'il rhabille l'actualité, c'est Hippolyte Girardot. Bonjour. Bonjour. De quoi on va parler? Bah justement de la Cinétech. Ah bah ça, c'est bien joué de votre part. Eh bien, voici celle qui va donc présider notre séance jusqu'à 18h. Vous êtes Pascal Ferrand. Mais oui, mais si. Exactement. Évidemment, bien sûr. tout à fait. Ben oui. C'est vérifié. France Inter. J'ai croisé les sources. Charline Van Elle lui Lecker, ressemble, hein, de toute façon. Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Pascal Ferrand. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie avec Cédric Clapiche et Laurent Cantet des réalisateurs à l'initiative de cette Cinétech. Donc une plateforme VOD qui a été lancée en 2015 par la Cinémathèque des réalisateurs, c'est ça? Oui, c'est disons que la Cinémathèque des réalisateurs est l'association qui préside aux destinées de la Cinétech. Enfin, qu'on a créée pour ça. Voilà, où on peut voir 1000 films disponibles de 60 pays différents. Je vais laisser Alex Vizorek vous compléter cette description et vous poser quelques questions. Je vais commencer par parler de moi, parce que quand je suis arrivé à Paris, non, j'ai perçu de ma tante, parce que je venais au cours Florent, le livre de Bordas, Les 1001 films qu'il faut avoir vus. Et donc, je pensais être cinéphile, donc j'ai mis des croix. J'en ai vu 70, j'avais 25 ans. Et je me suis dit, il y a peut-être du boulot. Et j'étais arrivé, du coup, vers les 350. Mais c'est quoi être un cinéphile? Bah, c'est aimer le cinéma. C'est aimer le cinéma ou c'est avoir vu les étymologiquement. films qu'il faudrait avoir vus? Ah non, c'est aimer le cinéma. Parce que il n'y a pas de film... Enfin... Non, un cinéphile, c'est quelqu'un qui aime le cinéma et qui voit des films. Et alors après, s'il devient vraiment cinéphile, il en voit beaucoup. Et après, il fait des listes comme un dingue. Et après, il croise avec ses copains. Et il dit, est-ce que toi, t'as vu ça? Ah, mais non, je te jure que dans les films américains, il y a entre 40 et 42, avec tel acteur, celui-là est mieux. Bon, après, vous voyez, ça peut évoluer. Mais je veux dire, à la base, il faut pas... Enfin... Moi, je suis d'une génération qui considère que les cinéphiles et en général ensuite les cinéastes, les cinéphiles qui deviennent cinéastes sont des cancres. Donc on va pas commencer à dire il faut avoir vu tel ou tel film. Par contre, ce qui est rigolo, si on aime vraiment le cinéma, c'est comme quand on aime vraiment les livres. On tire un fil. Il y a un film qu'on aime pour telle ou telle raison. Des fois le réalisateur, des fois l'acteur, des fois autre chose. Et puis à partir de là, ça nous amène vers un autre film, etc. quoi. C'est un algorithme humain, c'est l'algorithme des créateurs, parce que vous avez des réalisateurs, par exemple, qui proposent leur liste. Et on peut aller voir, tiens, Arnaud Desplechin. Voilà, Arnaud Desplechin, qu'est-ce qu'il nous propose comme film qu'il adore, et on peut voir sa liste. Et Dorothée Barbal avait expliqué sur cette antenne lors d'une chronique consacrée à la Cinétech. Vous pouvez aussi voir quels sont les réalisateurs qui ont des points communs. Voilà, quels sont ceux qui recommandent par exemple Star Wars, comme Céline Sciamma, ou ceux qui... Azanavicius, à mon avis. Exactement, voilà. Donc l'algorithme... C'est-à-dire qu'il n'y a justement pas d'algorithme. Ouais. C'est un mot qu'on ne connaît pas, nous, en fait. Donc on s'est dit... Ce qui serait merveilleux, c'est que tous ces grands films, mais de façon très éclectique, enfin un grand film, ça peut être aussi bien un Black Edwards, un Kubrick, enfin je sais pas, mais c'est très très divers, que le Père Noël est une ordure, enfin je veux dire c'est très varié. Donc mais que tous ces grands films, il y a un endroit où on se dise s'il est visible, c'est ici. Voilà. Parce qu'à Paris, on a l'occasion d'aller au Quartier Latin, les voir parfois. Oui, à Paris, c'est quand même beaucoup plus facile. Une fois qu'on est monté à Paris, déjà ça va mieux. Il y a Cinémathèque, il y a plein de salles formidables au Quartier Latin où on peut voir des films un peu anciens, etc. Dès qu'on va hors de Paris, c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'on va dans carrément des petites villes, là, ça devient très compliqué. On peut faire son ciné-club chez soi. Voilà, on peut faire son ciné-club chez soi. À prix démocratique. Un prix, ouais, le plus. Ouais. Surtout l'offre par abonnement, parce que maintenant, il y a une petite sélection mensuelle qui est aussi, enfin, qui est le contraire de la grande quantité comme chez Netflix. Et nous, c'est 10 films. Pour 3 € par mois. 3 € par mois, ce qui est quand même très peu cher. Oui. Et sauf que c'est 10 chefs-d'œuvre, enfin c'est 10 très grands films. Donc et le fait qu'il y ait peu de films, bah, c'est plus justement, ça peut faire partie de sur tel thème, quel film ça serait peut-être bien d'avoir vu. Ouais. Voilà. Et ça permet
contrairement aux algorithmes, que il y en a peut-être deux, trois films dont on a entendu parler ou qu'on a vu, qu'on aimerait revoir, qu'on va voir. Et puis après, comme on a payé pour les 10, on peut découvrir des sortes de pépites magiques, des films incroyables qu'on n'aurait pas vu autrement. Moi, j'ai regardé la liste d'une réalisatrice en particulier, Pascal Ferrand. Je la connais. Ouais. Aucune comédie. Elle est sinistre dans la vie. C'est une personne. Parce que non, il y a Les Dents de la Mer et Gremlins dans les films assez populaires. Et La Mouche et mais il y a tout aucune comédie. Il y a 2 comédies musicales, mais pas de comédie. Il y a des comédies musicales, ouais. Demoiselle de Rochefort. Ouais. Et puis il y a des Minelli, mais c'est vrai que Il y a Nuit et brouillard, c'est pas une grosse comédie. Les vannes manquent. Non, qu'est-ce que j'aurais. À la limite, je suis plus film burlesque, mais je me souviens, j'avais 2 ou 3 films burlesques, genre en 55e position, c'est trop loin, mais genre les Marx Brothers ou les films avec Harold Lloyd. Mais ami de Chaplin. Pourtant, on n'est pas sûr que ce soit le type qui l'ait le plus influencé. Non, mais je pense que c'est moins. Oui, moi, il n'y a pas de film social du tout non plus dans ma liste. Il y a beaucoup plus de films sur l'imaginaire. Il y a plein de films de monstres. Il y a La Féline, il y a Belle et la Bête. Et l'année du plus ancien film disponible sur la Cinétech date de 1907, Kiriki, acrobate japonais de Segundo Deschamons. Et oui, voilà, ça remonte jusque-là, tous les films. Ça, on ne peut pas le trouver facilement. Oui, c'est vrai. Il y a Le Cochon danseur, qui est un film anonyme des mêmes années, qui est un film incroyable aussi. Oui, non, mais il y a toutes sortes de pépites. En ce moment, sur la Cinétech, avec un K à la fin, et elle vous propose en ce moment une sélection de films autour du thème de l'intimité. On va y revenir avec Pascal Ferrand. C'est un univers et un outil très vaste, formidable. On est content de le savoir. Voilà, j'allais prendre l'intro batterie. C'était travaillé à l'avance avec la réalisatrice Anne-Sophie Ladonne. Ce petit effet sur la musique. Bon, c'est raté, quoi. Oh, laissez faire les professionnels sur France Inter, par Jupiter. I don't know what I'm doing wrong. Maybe I've been here too long. The songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun. And now your sheets are dirty, the streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know we won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. Wake him up on my mom, put him on the stage. Well, the boy can't help it, it's not his fault. Just a dangerous, dangerous age. Then every night, still so much fun. And you're still out there, darling, clinging on to the wrong ideas. But I never regret anything I've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know you won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. In the morning, you know we won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be in the morning, you know you won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be In the morning, you know we won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. Razorlight,
in the Morning à 17h21 sur France Inter. Ce sont les facéties de Chewbacca, notre programmateur musical. C'est bon, Hippolyte a récupéré ses lunettes. Je rassure quand même l'auditeur. Il s'inquiète. Pascal Ferrand, la réalisatrice, est avec nous et elle fait partie avec Cédric Clapiche et Laurent Cantet des réalisateurs à l'initiative de la Cinétech, cette plateforme VOD que vous pouvez retrouver sur Internet et qui rend démocratique et populaire tous les grands classiques mondiaux. Ils sont à portée de clic et à portée de 3 € comme abonnement par mois. Et puis il y a plein de trucs sur le site, en dehors des films à louer, il y a toutes sortes de bonus formidables, des sujets de cinéma. Et un onglet les trésors avec les choses plus confidentielles et qu'on aurait oubliées. Et vous allez bientôt vous internationaliser parce que ça marche fort en Allemagne et en Autriche, c'est ça? Oui, on ouvre la fin février en Allemagne et en Autriche. C'est le premier début en Europe, mais on est très très contents. Pascal Ferrand est avec nous et pour l'entourer. Ainsi que Hippolyte Girardot qu'elle a fait tourner, Guillaume Meurice qu'elle refuse évidemment de faire tourner, et Constance qu'elle est contente de rencontrer. Breaking news. Le débat national qui s'ouvre doit nous permettre de parler vrai. Le journal de presque 17h17. C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. C'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule. On commence par les titres. Les audiences radio sont tombées et la chute se poursuit pour Europe 1. Et en même temps, ils ont recruté un grec pour s'en occuper. Faut pas s'étonner que ce soit la crise. Selon un rapport des comptes rendus de l'Académie américaine des sciences, la fonte des glaces est plus rapide que jamais en Antarctique. Et en même temps, ils ont recruté Ségolène Royal pour s'en occuper. Faut pas s'étonner que ce soit la crise. Et les Brèves. Et oui, ils ont recruté Alex Vizorek pour s'en occuper. Ça a plus d'1 300 000 fans de Brèves par jour. Ça, je ne me l'explique pas. Mais vous êtes de plus en plus nombreux. La décadence. Et on commence par la grosse info politique du jour, le tremblement de terre à l'Assemblée nationale, le tsunami dans la 5e République. Oui, après avoir quitté la République en marche, le député Joachim Son-Forget rejoint maintenant l'UDI. Quelle ascension! Encore un effort et il arrivera au Parti Socialiste. Passons aux Gilets jaunes. Oui, sur RTL ce matin, Alain Minc était invité à parler du monde et c'est toujours bien intéressant. Ce que je n'aime pas dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'ils disent « nous sommes le peuple ». Et ça, c'est une escroquerie intellectuelle. Et en matière d'escroquerie intellectuelle, Alain Minc, il se pose là. Côté Gilets jaunes, on a aussi affaire à certaines pointures. Il y a parfois des pointures. Hier sur BFM TV, une gilet jaune était interviewée et elle a fait part d'une hypothèse pas inintéressante. À un moment donné, c'est pas le gilet jaune qui compte, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'humains sur la planète et en France et partout. Et voilà, et on est 99% d'humains sur Terre, à ma connaissance, puisque moi j'ai entendu parler d'1% d'extraterrestres. Voilà, alors moi j'ai les chiffres. Il y aurait 0,18% d'extraterrestres. En tout cas, c'est le score de Jacques Cheminade la dernière fois qu'il s'est présenté. Bonne déduction. Politique à présent, on dirait. Dans un documentaire diffusé ce soir sur France 2, François Fillon déclare qu'il a proposé à 2 ou 3 reprises sa démission à Nicolas Sarkozy. Connaissant Fillon, c'est une proposition de démission fictive, sans doute. Vous croyez ? Mais c'est vrai qu'au fond, il aurait pu se permettre d'être au chômage, Fillon, avec tout ce que lui rapportait sa compagne. International. Oui, non, j'ai un petit son. J'ai un petit son cadeau. Oui, un petit son cadeau parce que dans le reportage, on entend Nicolas Sarkozy et il est bien détendu, pépère, en ce moment. J'avais été très frappé de Jacques Chirac disant « J'ai demandé à mon Premier ministre Jean-Pierre Raffarin de mettre tout en œuvre pour réduire le chômage. » Moi-même, je m'étais dit « Mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même » Mais pourquoi tu fais pas toi-même ? Il est détendu, il parle de sa carrière, il est à l'aise. L'international à présent, Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, a été acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. En prenant cette nouvelle, Carlos Ghosn a demandé à être transféré devant la Cour pénale internationale. Justement, la demande de remise en liberté de Carlos Ghosn a été rejetée par la justice japonaise. Oui, on connaît le fameux dicton japonais, Noël en prison, Pâques en prison. Climat, une étude avertit que l'Antarctique fond 6 fois plus vite qu'il y a 40 ans. Donald Trump a réagi en expliquant que c'est pas si grave parce qu'il y a plein de crème glacée encore dans son congélateur. Allez, on revient en France. À Lyon, 4 enfants livrés à eux-mêmes ont été découverts par la police dans un logement insalubre. Oui, encore à Lyon, ça aurait pu être pire. Ils auraient pu être recueillis par un prêtre du diocèse du cardinal Barba. People toujours. Kim Kardashian a eu droit à un prototype de sa propre poupée Barbie. Oui, et le comble, c'est qu'il y a moins de plastique sur la poupée. Et des brèves. Oui, 2 policiers du 36 quai des Orfèvres aux assises pour le viol présumé d'une Canadienne. Alors déjà, violer une femme, c'est pas très bien, mais violer une tente de camping, vraiment, il faut les interner. Ça ne se fait pas. La dernière, c'est pour moi dans ces cas-là. Paris, il roule à 85 km/h sur l'autoroute en trottinette électrique. Oui, mais j'étais en retard, ça arrive.
Je sais pas comment ça se fait qu'on fait de l'audience avec ça. Non, Je sais pas m'expliquer. Là, moi, je mise tout sur Pascal Ferrand. Ça, c'est sûr. Avec heureusement Constance et Hippolyte Girardot à venir. Pascal Ferrand, depuis 1 mois et demi, la question des fins de mois nous aura au moins permis de faire une pause dans le débat sur l'immigration. L'effet pervers, c'est qu'on a un petit peu perdu de vue la question des réfugiés, malgré l'urgence permanente qu'elle pose. Mais le dialogue qui démarre aujourd'hui, le grand débat donc, qui a été déclenché par le pouvoir d'achat au départ, on le rappelle. Alors c'est pour ça qu'on se demande, ça a été déclenché par le pouvoir d'achat, et maintenant on se retrouve avec la question sur l'immigration, qui est une des questions les plus commentées. Voici un commentaire au hasard. Moi, les étrangers, je vis avec, alors je peux pas les saquer, vous voyez. Ils foutent rien, ils sont sales, ils nous piquent nos bagnoles, on leur file des appartements en priorité sur les Français, ils gagnent plus de fric que nous avec toutes les allocations qu'ils ont. Dans les écoles, nos mômes n'apprennent plus rien parce qu'il y a 70% d'enfants étrangers qui parlent pas un mot de français. Ils nous font chier avec leur foulard et encore faudrait qu'on paye pour leur construire des mosquées, alors vous avez qu'à voir. Mais c'est très mal d'être raciste, ça ne se fait pas, c'est immoral. Ah bah oui, mais moi, ce que je comprends, c'est que les 3/4 de la planète, ils sont dans la merde, alors ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde, hein, c'est-à-dire chez nous. Et puis là, faut bien que quelqu'un se pousse pour leur faire de la place et leur filer à bouffer, ça c'est sûr. Je ne vous fais pas dire. Ah oui, mais jusqu'à présent, ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place, c'est les mecs de Saint-Denis, hein, c'est pour les mecs de Neuilly. Et puis les mecs de Saint-Denis, en plus, faut qu'ils se poussent, mon gars, dans le sourire, hein, parce que sinon, c'est immoral, vous voyez. Patrick Timsit, dans La crise de Colline Serrault, qui peut faire partie de notre cinéthèque idéale, en tout cas, on Absolument. le recommande. Alors, voilà la question qui se pose. On a un grand débat qui partait donc d'une réclamation des Gilets jaunes, donc du pouvoir d'achat, et on se retrouve avec la question de l'immigration posée dans la lettre d'Emmanuel Macron. Je cite, « Une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement ?» Donc il n'utilise pas le mot quota, mais ça y ressemble cruellement. Le fait que cette question soit posée dans le débat par le président, que pensez-vous du fait que ce débat revienne par ce biais-là, Pascal Ferrand ? Je ne sais même pas quoi en dire. J'aurais juste envie que personne n'en parle, en fait, de ce truc. C'est-à-dire que je trouve que le truc le plus joyeux, ça serait de passer au sujet d'après. Puisque, voilà, il y a 35 questions. Enfin, déjà, ces histoires de questions... Ouais. La rédaction des questions est sidérante, quoi. C'est une espèce de truc de nouveau super technique. Mais bon, voilà, moi je trouve ça formidable qu'il y ait du débat, que les gens s'expriment, qu'ils s'emparent du truc, qu'ils lisent pas les questions. Particulièrement pas celle-là qui a rien à faire là. C'est vrai, on était contents. Ça fait 3-4 mois qu'on parlait plus de ça. On voit bien que c'est pas du tout un enjeu important dans la vie quotidienne des gens. Enfin, donc, en 97, vous étiez positionné contre la loi Debré qui réprimait les sans-papiers. C'était surtout une loi qu'ils essayaient de faire passer pour que les Français soient obligés de déclarer qu'ils allaient héberger quelqu'un qui potentiellement peut-être n'avait pas de papier. On était déjà pas loin l'espèce de truc de dingue. Quoi. On était déjà pas loin du délit de solidarité. Quelle leçon vous tirez de cette période, vous, à la lumière peut-être d'aujourd'hui? En tout cas, je me souviens très très bien qu'on l'avait fait. Enfin, vraiment, à la base, c'était né d'une discussion avec Arnaud Desplechin. On était plein de réalisateurs qui arrivaient tous ensemble et qui n'étaient pas connus du tout individuellement, mais si tout d'un coup, tous ensemble, on faisait un truc, ça pouvait produire quelque chose. Ça avait bien marché, d'ailleurs. Et c'était pour reprendre la main par rapport au Front National, déjà à l'époque. C'est-à-dire d'arrêter d'être en défense et au contraire d'être en attaque, de dire, mais nous, on affirme que non, il est hors de question, on va désobéir à cette loi. Il est hors de question qu'on aille déclarer les gens qu'on héberge chez nous. Enfin, soit si on accueille quelqu'un chez nous, on ne va pas lui demander ses papiers. Donc non, on va désobéir à ce truc ignoble que vous nous proposez. Et ça avait quand même produit, à l'époque, des choses extrêmement positives. Moi, je me souviens que la chose qui m'avait le plus ému, c'était 1 ou 2 ans après d'avoir lu une espèce de sondage sur le racisme en France, qui avait régressé. Dans la suite, parce que ce mouvement, après, ça avait démarré par les cinéastes, mais ça avait pris une ampleur absolument démente. Vous étiez trop jeune, vous étiez... Mais, on n'a pas connu quand le racisme diminuait. Ça, donc ça, voilà, ça avait fait plaisir en tout cas. Voilà pour ce sujet. Pascal Ferrand, à côté de vous, nous avons Constance pour le sourire et la réflexion. J'aime lire parce que je sais savourer le pouvoir incommensurable des mots. La poésie est le maquillage qui sublime le visage de la vie, et cette beauté forme au-dessus de nos têtes
un petit toit qui nous protège des crachats du réel. Si j'ai cette chance d'apprécier la littérature, c'est, il faut le dire, grâce à une formidable enseignante de français que j'ai eue au collège et qui a su m'intéresser et me donner accès aux grands auteurs. Je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui en la citant. Je me souviendrai toujours de cette phrase qu'elle a formulée un matin de janvier après quelques minutes de classe. « Oh les 4e D, vous êtes de petits connards! Je vous déteste! L'éducation nationale a foutu ma vie en l'air! En cette journée mondiale du chapeau, je voudrais tirer le mien à tous les enseignants. Qui, je le pense, voulaient au départ transmettre leur savoir de manière noble aux générations de demain et qui finalement, au bout de quelques années un peu décevantes, essayent juste de ne pas distribuer des tartes dans la gueule à ces petits cons en finissant la gueule dans la gazinière. De manière plus large, d'ailleurs, j'aimerais citer et tirer mon chapeau à tous les êtres humains qui ont été des enfants un jour et qui rêvaient de devenir des cosmonautes ou des princesses et qui ont finalement fait des boulots de merde. Je veux communiquer mon admiration totale au petit monsieur qui se déguisait certainement quand il avait 8 ans en Zorro et qui désormais torche des culs de vieux la nuit. J'ai envie de consoler cette madame qui a dû regarder avec des paillettes dans les yeux Sissi l'impératrice quand elle était petite et qui doit tous les jours bourrer des knackis chez Erta. J'envoie des millions de câlins à tous ces gens qui chaque matin se font amputer leurs rêves en bossant à des postes impossibles où il faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Bisous aux designers de sandwich de chez Sodebo. Amitié aux goûteurs de croquettes de chez Royal Canin. Accolade aux DJ des clubs de vacances à qui on va demander de passer encore cette année plus de 2700 fois Alexandrie Alexandra et que l'on va regarder en faisant Paracuta avec les mains et après on fait ouais, les village people, YMCA. Il veut mourir. Tendresse à la dompteuse de Ténia de chez Monique Ranou. Caresse réconfortante au parolier de Michel Sardou. Mansuétude pour le cerveau en cervelas du pigiste de chez Gala. Pipe amical au créateur de mots croisés. Sentiment sincère pour le ramasseur de Maccabée. L'homme qui ne boit jamais mais qui a toujours un verre dans le nez. Cœur avec les mains pour le proctologue. Amour pour les testeurs et emballeurs de saucisses de chez Durex. Bravo à tous Bravo à tous de rester debout et de tenir bon. Je vous admire, vous êtes forts. Et moi, petite andouille de la blague qui travaille un petit peu trop du chapeau, je vous bisoute. Merci Constance. On vous bisoute aussi avec votre permission. Oui, avec et plaisir. on peut aller vous voir en chair et en os ce soir, comme tous les mardis, au Théâtre des Deux Ânes à Paris. Absolument. Théâtre des Deux Ânes, avant c'était une blague et maintenant ça n'en est plus une du tout. C'est un très très chouette théâtre avec une magnifique programmation, dont Constance le mardi. Exactement. Eh bien sûr. Oui. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de manger. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de goûter. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de sentir. Ce n'est pas la peine. Pas la peine d'acheter. Ce n'est pas la peine.
France Inter, vous écoutez Par Jupiter. Et notre invité, c'est Pascal Ferrand, qui est venu nous parler de la Cinétech, cette plateforme VOD où vous pouvez trouver des films à la demande, pas n'importe lesquels, des classiques mondiaux. Il y a autant de films français que de films étrangers, avec des listes de réalisateurs. Il y a à peu près 65 réalisateurs qui ont fait leur liste idéale de la Cinétech. Est-ce que vous connaissez les 2 plus conseillés par les réalisateurs ? 16 fois. Les films les plus conseillés, il y en a 2. Ça change d'un mois sur l'autre, mais il doit avoir Vertigo, l'Aurore. L'Aurore, vous avez bon du premier coup. L'Aurore de Murnau et Vertigo d'Hitchcock, 16 fois conseillés par les plus grands réalisateurs français. Voilà. Le plus grand réalisateur du monde. C'est vrai qu'il y a des Belges aussi. Il y a 30 réalisateurs français et une trentaine de réalisateurs étrangers. Et on le répète, un prix démocratique est disponible chez vous pour vous faire un ciné-club chez vous. Ah ouais. Pascal Ferrand avec nous et à nos côtés également Guillaume Meurice. Ouais, je vais commencer par des excuses, puisque tous les ans, normalement, je commence l'année avec les prévisions de la voyante Magda, qui est, je rappelle, la voyante la plus célèbre de France. Vous tapez Magda Voyance sur Internet. Elle est même présentée comme voyante officielle. Alors, je sais que vous faites pas bien la différence entre une voyante officielle et non officielle, mais je veux dire, c'est le haut de gamme. Et cette année, je l'avais pas appelée, rapport au fait que Magda, elle avait quand même prévu la victoire de Juppé à la primaire de la droite, puis après de Fillon au présidentiel, et puis la victoire de Manchester en finale de Coupe du Monde de foot. Donc, je me suis dit, elle est fatiguée, quoi. Voilà, on a tous des coups de mou, il n'y a pas de souci, ce qu'on appelle dans le milieu la carrière d'Hippolyte Girardot. Mais j'ai reçu des... Mais tellement loin, tellement J'ai reçu des mails, j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux des gens qui se plaignaient de pas l'entendre cette année. Alors, comme on est service public, et puis on va pas se mentir, ça m'arrangeait un peu de pas me cailler les miches dans la rue ou de me déguiser en reporter de LCI pour me faire savater la gueule par des cons. Et j'ai appelé Magda et on va peut-être commencer alors déjà par un bilan de ses prévisions précédentes. On va revenir sur cette histoire de Coupe du Monde que je rappelle, ni la Belgique ni Manchester n'a gagné. La France, j'avais pas vu l'anglais. J'étais pas très prête pour ce mondial. Non, on ne vous a pas senti très prête. J'étais prête pour l'Italie, le second, et l'Espagne, le troisième. L'Italie, vous aviez prévu qu'elle allait finir deuxième ? Oui. L'Italie, ils n'étaient même pas à la Coupe du Monde, Magda ? Non, à la mondiale, on parle. Oui, mais est-ce que le mondial et la Coupe du Monde, c'est pas la même chose ? Je parle de la mondiale, moi. Alors, oui, peut-être on parlait pas de la même chose, en fait, tout simplement. Alors, la mondiale, peut-être la mondiale de pétanque, on ne sait pas. C'est vrai que les prévisions, c'est assez précis. Si vous appelez Magda, donnez le plus de détails possible. Elle est voyante, mais elle n'est pas très entendante, des fois. D'où le fait qu'elle avait donc prévu, je le rappelle, François Fillon, président. Non, mais il conduit le pays, Macron, vers la droite. Vous pouvez pas me dire qu'il fait une politique de gauche, non ? Mais vous m'aviez dit Fillon, quand même. Non, je sentais la droite. Ok. On peut pas lui donner tort, je suis désolé. Elle aurait dit Margaret Thatcher, ça marchait aussi. Reagan, elle aurait dit même victoire de Louis XVI, je lui ai accordé le point. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'actu, c'est évidemment Emmanuel Macron, l'avenir. Voyons un peu Macron, qui est du Capricorne quand même. Mais attendez, je vais voir qu'est-ce qu'il va faire. Comment il va se comporter. Ce que je vois pour le président lui-même, il est embêté. Je vous dis, entre vous et moi, cet homme, il a dû... Ouais, mais ça, on le savait un petit peu, Magda. Moi, je sais rien. Moi, je sais. Je fais la voyance comme ça, ignorante. Je n'ai pas du tout ce que on lit, on dit. Je ne sais même pas ce qu'on dit et ce qu'on fait. D'accord. Parce que moi, je pensais que Magda, elle lisait l'avenir dans BFM TV. Donc, voilà, le fait que Macron est embêté, on le savait. Moi, je ne suis pas voyant officiel. Je l'avais un petit peu deviné. D'ailleurs, je ne suis pas psychiatre non plus, mais il a un petit problème, Macron, en ce moment. Il insulte les gens. Il a encore traité les gens de feignasses cet après-midi. On est quand même sur un syndrome Manu de la Tourette, là. À mon avis, il faut consulter, et pas seulement les Français. Alors, voyons peut-être ce qui va se passer au niveau de Christophe Castaner. Je ne le vois pas démissionner. Moi, attendez, regardons pour lui. Son poste ne quittez pas. Ouais. Écoutez, on a pensé à quelqu'un d'autre, mais je crois qu'il garde son poste. Il va rester, d'accord. Oui, parce que l'autre personnage qui peut venir est peut-être plus âgé et ça fait problème. Ah oui, putain, si Colomb revient, là, on est dans la merde. Non. Enfin, encore qu'on aime bien tous les deux. C'est vrai qu'entre Bouteflika et Rantanplan, c'est pas facile de faire un choix. C'est des gens qu'on aime bien. Et en parlant de gens qu'on aime bien, il y en a autour de la table des gens qu'on aime bien. C'est vrai que je le charrie beaucoup, Hippolyte. Mais je l'aime bien. Alors, je vous offre, Hippolyte, une prédiction gratos. Comment Magda voit Hippolyte ? Comme il est du mois d'octobre, il aime le succès, plaire même de sa personne. Voilà. Il se la raconte un peu, quoi. Oui, ils aiment le glamour, ils aiment plaire aux femmes. Mais est-ce qu'il va avoir une bonne année 2019 ? Attendez, je vous dis ça tout de suite. Ne quittez pas. Très bien. Je
je vois une femme blonde autour de lui. Oh là, on va pas foutre en l'air la vie privée. Ah voilà. Il y en a deux déjà. Il y en a deux. Là, c'est pas mal. Alors on peut dire c'est pas mal, pas de souci. Ou alors peut-être c'est la femme blonde, c'est la dealeuse d'Hippolyte. Voilà, on craque. Tout va bien. En tout cas, tout va bien. Ça va bien se passer. Merci Guillaume. Bon, alors je voulais pas finir quand même sur une prédiction, sans une prédiction gilet jaune, parce que voilà, ils demandent plus de pouvoir d'achat. Et j'avais une petite idée. Est-ce qu'ils vont pouvoir miser sur la victoire d'un Français à Roland-Garros? Ah, attendez que je regarde, ne quittez pas. Si c'est un Français ou un étranger. Attendez. Ouais. Eh ben, ils ont la chance, les Français. Hein. Oh là là. Pour cette année-là? Oui, je parle de cette année. Donc 2019, un Français gagne Roland-Garros. Oui, ça c'est le miracle, quoi. Ouais, ah oui. Alors qu'on sait très bien que c'est toujours des Américains ou des Anglais qui gagnent, vous le savez bien. Ah bah, je sais bien, parce que la dernière fois qu'un Américain a gagné, c'était André Agassi. Donc voilà, je suis bien au courant de ça. Je rappelle que Magda, elle lit l'avenir, elle lit pas le passé. Hein. Donc voilà, même si parfois l'histoire se répète. Et d'ailleurs, si Macron continue ses conneries, a priori, on ne devrait pas tarder à voir débouler l'extrême droite au pouvoir. Espérons que je sois aussi doué en prévision que Magda. Merci Guillaume Meurice. Et Magda, Merci Magda. Elle regarde dans... Et merci Magda, bien sûr. Oui, quand même. Elle regarde dans quoi, Magda, quand alors, elle dit attendez 2 minutes. Alors, elle lance des petites coquillages, des petites choses. Elle lit l'avenir dans la musique. Elle lit l'avenir dans le mar de café, ça c'est assez classique. Ouais. Et dans les cartes aussi. Elle fait tout en fait. Ah ouais. D'accord, très bien, mais merci. Consultez-la, vous tapez Magda Voyante sur Internet. Voyante officielle. Bien sûr. Moi, je vais l'appeler le matin pour choisir les sujets. Bien sûr. Alors, en tout cas, celui qu'on a choisi ce matin. Ce que vous faisiez va plaire à notre invité Pascal Ferrand. La contestation sociale pour le pouvoir d'achat se répand jusqu'aux joueurs de tennis, justement. Dans la classe moyenne des joueurs de tennis. C'est-à-dire les joueurs situés entre la 50e et la 100e place du classement ATP. Ils réclament une meilleure répartition des gains. C'est en ce moment l'Open d'Australie, donc ils sont furax. Seulement 7% des revenus des tournois du Grand Chelem sont répartis entre les joueurs. Sinon, en matière de tennis, rappelez-vous, la dernière fois, on avait laissé le débat à ce stade. La dernière fois, je regarde du tennis à la télé, qu'est-ce que je vois ? Une femme en short. Une joueuse de tennis en short. Franchement, tu trouves ça normal, toi ? Une femme en short, si je trouve ça normal ? Ouais. Ah, ça, je m'étais jamais posé la question. Mais je pense que ça dépend du short, parce que j'ai vu certaines femmes dans certains shorts. Ne sois pas con, Denis, ne sois pas con. Une joueuse professionnelle. Maintenant, les joueuses professionnelles, ça, je sais pas. Enfin... Vous préférez la jupette, vous, c'est ça ? Oui, je préfère la jupette. Daroussa et Bakri dans Un air de famille, bien sûr, qui entre aussi dans notre cinéthèque. Un air de famille, certainement. C'est paru dans l'Humanité, le journal paru hier. La contestation sociale donc s'étend jusque dans le milieu du tennis. Alors je vous donne 2-3 informations quand même. C'est-à-dire qu'à la tête de cette fronde, il y a un joueur canadien qui s'appelle Wadzek Pospisil, qui a seulement 28 ans. Il a déjà engrangé 5 millions d'euros de gains. Mais bon, les joueurs ne gagnent que se répartissent que les 7% des millions et des millions et des millions que font le Grand Chelem. Après, notre ami Vasek, là, il réside aux Bahamas. Bon. Mais oui, quand même, c'est beau, c'est joli, il y a un beau paysage. C'est joli. Voilà, mais la question, c'est cette revendication de partage et de ne pas se faire bouffer la laine sur le dos, etc. Elle arrive aussi dans des milieux où on gagne plein d'argent. On disait, voilà, est-ce qu'il y a quand même, contestation possibilité de contestation. Est-ce que ça vous touche ? C'est-à-dire qu'effectivement, quand on apprend que le joueur a gagné 5 millions sur les 10 dernières années et qu'il réside aux Bahamas alors qu'il est canadien, spontanément, il y a un tout petit peu moins d'affection qui se dégage. Pourtant, c'est un problème d'injustice, en fait. C'est la même chose qui guide les deux. C'est-à-dire ceci étant, son constat, il est super juste. C'est-à-dire, c'est quand même, il constate 2 tendances méga lourdes des dernières années, c'est pas ceux qui produisent ou qui fabriquent ou qui font le spectacle, le sport, les films, qui récupèrent le plus de recettes. Ça c'est sûr et certain. Et d'autre part, les très 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 riches piquent quand même énormément d'argent à ceux d'en dessous, à plein d'endroits. Et on fait vachement souvent comme si les très très riches, ça prenait pas de l'argent ailleurs en fait. Mais à l'occasion, c'est pas vrai. Enfin, dans le cinéma, c'est pas vrai quoi. Les comédiens qui ont des cachets exorbitants sur les mêmes films, assez souvent, on entend dire des comédiens qui avant arrivaient
typiquement les gens de comédiens dont on connaît la tête mais pas le nom. Vous voyez, des gens qui... C'est aussi les 50 du classement ATP du cinéma. Ça, qui ont une petite notoriété, mais et ben ceux-là, leurs cachets sont vachement tirés vers le bas, quoi. Et là où avant, ils étaient peut-être à 1500 € par jour de cachet, on leur demande, vous ne voudriez pas être au minimum syndical, par exemple. Voilà. Tout ça parce que le budget, tout d'un coup, casting, a été vachement préempté par les très très hauts cachets. Donc c'est un truc ces deux tendances-là, elles sont lourdes, quoi. Mais il faut que les très très hauts cachets s'associent à ces gens-là, parce que ce qu'ils disent ici, c'est que 10% du price, de tout le bénéfice vont aux joueurs, tout compris. C'est même 7%, hein, ils affinent après. Ouais. Oui, certes, mais ce qu'ils disent aussi, c'est que ça ruisselle pas du tout. Enfin, oui, ça ruisselle nulle part. Dans le tennis, ça ruisselle pas non plus. Ça ruisselle pas non plus dans le tennis. Non. Et que donc, c'est évident que les 10 premiers touchent, à mon avis, 10 fois ou 100 fois ou peut-être 1000 fois plus que ceux qui sont entre les 50 et les centièmes. Voilà. Même si entre 50 et centièmes, ça a l'air de pas être trop désagréable non plus. Non. Mais c'est relatif, mais ce qui est vrai, c'est que ceux qui sont en dessous, ils pourraient très bien faire la grève. Tu vois ce que je veux dire? Si que tu te retrouves qu'avec les très riches à faire leur tournoi à la con, là, le tennis, plus personne ne regarde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas assez. On regarde pas que les finales, tu vois, on regarde quand même les poules d'avant, etc. Pour les acteurs, ça devrait être pareil. À un moment donné, bon, faites un film juste avec 2 acteurs très célèbres, très chers, et puis les autres, autant pas le faire, tu vois, autant faire autre chose. Tu vois? Donc les films se raréfient comme ça, tu vois, au niveau des acteurs, par exemple, de sorte de huis clos en permanence. Ils sont beaucoup plus confortables, mais leur combat est juste et peut s'entendre. Voilà la conclusion. Hippolyte Girardot, oui, ma chère. Vous avez le micro. Mais gardez-le. Mais oui, parce que, ma chère Pascale Ferrand, bon, l'idée est excellente, la Cinétech, il n'y a rien à dire. On découvre des films qu'on avait oubliés, dans mon cas, et certains découvrent des films dont ils ne savaient même pas qu'ils existaient. Et c'est une question de génération, évidemment. En parcourant le site, les offres, les choix des cinéastes et des thématiques, je me suis demandé quand même comment se faisaient en général les choix. Parce que mieux encore que les choix, c'est les tris. Voilà. Moi, je prends l'exemple de ce mois. Aujourd'hui, le thème, c'est l'intimité. Voilà, je ne sais pas exactement le nombre de films dans lesquels ont été choisis les 10 films, mais je peux parier qu'il y en a au moins 10 fois plus à minima. À partir de là, les membres de la Cinétech ont décidé, avec discernement, le site dit minutieusement, et ça... je vous crois, quand on parle de Pascale Ferrand, minutieusement, de prendre ceux qui illustrent le mieux le sujet. Il ne s'agit évidemment pas d'être trop littéral, voire trivial, mais de se servir des films pour entrer au cœur de ce qu'on appelle tous l'intimité. On trie à la fois par goût et par pertinence. Au travers de ce tri se dessine, encore un mot un peu trivial, je suis d'accord, un portrait de ce qu'est ou de ce que pourrait être l'intimité au cinéma. Moi, j'ai quasiment vu tous les films de ce mois-ci et je vois bien un fil rouge qui s'emberlificote autour de la relation amoureuse, de l'autoportrait, de sa place à soi dans le monde, de la sexualité, bref, de ce que nous avons d'intime en nous. Mais ce qui est beau, c'est la pieuvre de cette thématique. Cette pieuvre peut envoyer ses tentacules au bout du Japon érotique, se glisser dans les bas de soie de Françoise d'Orléac, monter sur la Vespa de Nanni Moretti, se glisser entre les cuisses des garçons de Brest ou de Lisbonne, ou parler la langue suédoise pendant 2h48. Tous ces films n'ont aucun rapport à première vue, mais la Cinétech les relie tous à l'intimité. Et la façon dont on trie le monde raconte moins le monde que nous-mêmes à travers ces choix. Loin de moi l'envie de critiquer la Cinétech, faire exister à travers le temps des films qui sont l'honneur du cinéma, de leurs réalisateurs, tristes, acteurs, tristes, producteurs, tristes, est une nécessité, et en plus, quelle bonne idée. Mais à l'heure où nos comportements sont perpétuellement analysés, algorithmés par des machines hallucinantes qui réussissent à trouver dans nos comportements présents nos conduites futures, à prévoir ce que nous mangerons, ce pourquoi nous voterons, ce vers quoi nous croirons aller de notre plein gré, je me demande s'il n'est pas nécessaire et voire urgent de glisser l'imprévisible dans le probable. Histoire de niquer l'algorithme. Eh oui, car si par exemple on peut déterminer la thématique qui relie un Nokia 3310, une Laden essoreuse sécheuse, un vélo cross à double pédalier, une brosse à dents électrique, un pommeau de douche filtrant et un coussin anti-acarien, que viendrait faire alors une lampe LED dans cette liste? Eh bien, elle orienterait davantage le thème vers le confort moderne que vers celui de la masturbation féminine. Dont acte, on a niqué l'algorithme.
Il y en a qui comprennent. Au bout d'un certain temps. Formidable. Si, dans une émission de radio au succès en progrès permanent, on glissait dans les éléments déterminants d'humour, de pertinence, un intervieweur de bonne foi, honnête, et pas du tout dirigiste dans ses questions, et pan dans la gueule de l'algorithme. Si, dans un programme politique trop bien huilé, alimenté d'éléments autour de la thématique d'un monde meilleur, aveugle mais meilleur, se glisse 250 grammes de mèche polyester de couleur soufre, et voilà tout le motif de la disruption qui disparaît. Niquer l'algorithme est un devoir civique, obligatoire aujourd'hui. Et c'est pourquoi je proposerai à la Cinétech d'ajouter Hibernatus à la thématique de l'intimité plutôt qu'à celle de l'utilisation du latin dans les titres de films, Spartacus, etc. Hippolyte Girardot, merci beaucoup Hippolyte pour cette chronique. Niquer l'algorithme. Cette chronique, oui. Exactement, un peu inclusive. Niquer l'algorithme avec la Cinétech, bien sûr. Cinétech avec un K, bien sûr, vous la retrouvez très très facilement sur Internet. Il y a déjà plus de 8000 abonnés. Ça va grimper, c'est sûr. C'est sûr. Ça va s'internationaliser. Pascale Ferrand est avec nous. Elle fait partie avec Cédric Lapiche et Laurent Cantet des réalisateurs à l'initiative de cette Cinétech. Et on va aborder cette dernière innovation de Netflix. C'est de pouvoir regarder les séries en parfaite synchronisation avec vos amis. Le même épisode au même moment. Même s'il y a pause pipi, c'est pause pipi pour tout le monde. Ça permet de visionner au même rythme et surtout de commenter le direct. Il y a une petite fenêtre de chat qui s'ouvre à côté de la série. Netflix invente la télé plus Twitter, en gros. L'innovation, c'est bien sûr la synchronisation. Et paraît que ça a toujours rapproché les gens, ça. Oui. C'est moi. Oui, c'est moi aussi. T'as commencé à manger? Bah non, je t'attendais. Qu'est-ce que t'as pris? Un menu speed, et toi? Bah le menu rapido. Ah. On devrait le faire plus souvent, de déjeuner ensemble, hein. Ouais. Non, franchement, le loin. Bien sûr. Très très bon ce petit rôti de porc là. T'en veux? Bah non, j'en ai moi aussi. Oh, pardon. Loulou. Ouais. China. Un gars, une fille, Jean Dujardin, Alexandra Lamy. Alors cette idée de Netflix, est-ce qu'elle pourrait s'adapter à la Cinétech? C'est la Cinétech, ça fait un peu penser à l'anti-Netflix quand même. Et regarder un classique au même moment que ses amis et le commenter. Mais pas au même moment, au même endroit. C'est-à-dire le concept de chacun chez Netflix, soi. c'est chacun chez soi. Oui, on regarde au même moment, je trouvais synchronise. Que ça ressemblait à un comble de... Tu sais, dans les papiers de carambar ou les papillotes, là, quand il y avait une histoire drôle, genre le comble de la désactivation du corps, des liens sociaux. C'est une espèce de comble incroyable, ce truc. Non, je pense que c'est une application qu'on ne va pas envisager ni à court ni à long terme, en fait. Mais... Vous êtes un peu un anti-Netflix. Il y a un petit peu une réaction à Netflix. Enfin, anti, oui, c'est un petit peu binaire. Anti, je sais pas, mais en tout cas, on fait à peu près tout en opposé. C'est-à-dire que effectivement, pas d'algorithme. Enfin, c'est que des recommandations humaines, quoi. Enfin, c'est juste des êtres humains qui disent tiens, moi, j'aime bien tel film. Vous pourriez peut-être le regarder si vous avez envie. On est beaucoup sur la très petite quantité, sur la rareté, alors qu'eux, ils sont tout le temps sur l'illimité, la profusion. Enfin, moi, je connais plein de gens qui se disent on va regarder un truc sur Netflix et qui passent la soirée à décider ce qu'ils vont regarder et qui ne l'atteignent jamais, en fait. Ça, c'est vrai chez vous aussi. Il y a tellement de choix qu'on en... Oui, en tout cas, pas dans l'offre par abonnement qui est 10 films, où là, vraiment, on se cantonne à une chose. Voilà. Donc, oui, dans l'ensemble, on paye nos taxes et nos impôts en France. Ah, bah voilà, aussi, différence majeure. Des trucs comme ça. Après, moi, c'est surtout sur la suractivité. C'est-à-dire que l'idée d'écrire pendant que je suis en train de regarder un film ou une série, mais alors ça c'est dingo, quoi, comme concept. Mais bon, après, allez voir plutôt la Cinétech. Et dans notre Cinétech avec un K, il y a bien sûr Lady Chatterley. Ah non? Non. Ah, peut-être dans la nôtre, dans la nôtre de Pascale Ferrand, avec un certain Hippolyte Girardot. Voilà, comme ça notre Cinétech elle est complète au moins. Et si on agitait aussi un sketch. Mais c'est pour ça qu'elle est venue, Pascale Ferrand, pour jouer le sketch de fin d'émission. Elle le sait. Elle en rêve. Et elle avait envie de ce rôle de l'épouse de Carlos Ghosn, qui hier a dénoncé les conditions de détention de son mari à Human Rights Watch. Alors on s'est dit, comment est-ce que ça s'est passé? Elle s'est rendue au desk. C'est Guillaume Meurice qui l'attendait. Et il y a une autre demandeuse d'asile, c'est Charline. Dossier suivant. Pitié, monsieur, sauvez-moi.
T'es gentille, Fatoumata, mais moi d'abord. Oui, alors que puis-je pour vous? Moi, j'ai tout perdu. Ma maison, ma famille, tout. Mais quelle pleurnicheuse, celle-là. Vous savez pourquoi vous dites ça? Parce qu'un homme est en danger de mort. Oula, dans un pays en guerre? Oui, au Japon. Oui, encore, ouais, je vois un coup le Bachar al-Assad à tous les coups, quoi. Ouais. Non, enfin là, c'est plutôt Hiroto El-Nissan. Non, mais moi, j'ai tout perdu. Même mes jambes dans une explosion. Oh, ça va, il vous reste encore un bras. Et cet homme en danger, alors? Oui. Rendez-vous compte qu'il n'a même pas un miroir à sa disposition. Et c'est grave? Évidemment. Comment voulez-vous qu'il puisse se coiffer? Ouais, je vois, c'est tout? Comment ça, c'est tout? C'est pas une atteinte aux droits de l'homme? Bah, selon Nabila, oui, peut-être, mais pas selon Human Rights Watch. J'ai pas fini. On lui fait porter des chaussons en plastique. De quelle couleur? Des chaussons verts. Et d'accord, ça lui blesse le pied? Non, mais c'est une faute de goût. Ça relève de la torture. Alors, moi aussi, j'ai été torturée, si c'est ça. Fatoumata, vous ramenez tout à vous. Ouais, c'est vrai. Quoi d'autre? Il a perdu 10 kilos en 2 mois. Ah, problème de famine. Là, ça m'intéresse, d'accord. Si ça vous intéresse, moi, justement... Mais elle va se taire. C'est pas une famine à proprement parler. Mais c'est quoi, alors? C'est une gastro? Non, 10 kilos en 2 mois. C'est une humiliation pour tous les gens qui n'arrivent pas à maigrir. Écoutez, attendez, parce qu'ici, c'est Human Rights Watch, pas Human Weight Watchers, d'accord? Alors, vous allez rien faire pour sauver Carlos? Attendez, Carlos, comme Carlos Ghosn? Lui-même? Alors, non, on va d'abord s'occuper de Fatoumata, si vous voulez bien. Parce que moi, si déjà je pouvais les avoir, les 3 bols de riz par jour, je te... Oh, moi, mais c'est pénible à la fin. Alors, on tient à dire que Pascal Ferrand dans une comédie, pensez-y, vraiment. On peut faire un Lady Chatterley 2 et avec un duo Pascal Ferrand et Hippolyte Girardot, on attend ça. Merci beaucoup Pascal Ferrand, c'était un plaisir de passer cette heure avec vous et de vous entendre parler de la Cinétech avec un cas qu'on vous recommande vraiment chaudement. 1000 films disponibles de 60 pays différents, il y a 65 listes de réalisateurs qui vous conseillent l'algorithme humain. Tous ces films, un abonnement démocratique pour vous faire votre ciné-club chez vous. Merci les amis, Constance, Hippolyte, les garçons. C'est nous, ça. Eh bien, voici le mot de la fin. Justement, on va laisser le mot de la fin à notre invité, bien sûr, et il y a Guillaume Meurice, tous les deux. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission ? Je sais pas comment ça se fait qu'on fait de l'audience avec ça. Je ne sais même pas quoi en dire. J'aurais juste envie que personne n'en parle, en fait, de ce truc. Patrick, en manque cruel de confort, quitte son domicile.